Le cri déchira la nuit sévillane comme un coup de couteau dans le silence des patios endormis. Sortez d'ici. Abomination. Vous n'êtes plus ma fille. Les mots de Corinne, sa belle-mère, résonnèrent contre les murs ocres de la maison familiale. Tandis qu'Anaël, 16 ans à peine, serrait son sac à dos contre sa poitrine, les larmes brouillant la vue des lanternes tremblotantes. Dans l'ombre du couloir, le père d'Anaël, muet comme une statue de sel, détourna les yeux, son silence plus douloureux que n'importe quel reproche. Anaël tituba dans la rue étroite du quartier de Triana. L'air chargé d'odeurs de jasmin et de guitare flamenco lointaine. Mais pour elle, Séville n'était plus qu'un labyrinthe hostile. Elle avait 16 ans. Des cheveux châtains en cascade qui encadraient un visage encore enfantin aux yeux verts perçants. Hérité de sa mère disparue trop tôt. Ce soir-là, tout avait basculé lors d'une fête clandestine dans une cave voûtée, où les corps se frôlaient au rythme des castagnettes. Elle avait embrassé Sofia, une fille aux lèvres pulpeuses et aux rires étouffés. Un baiser volé qui avait allumé en elle un feu qu'elle ne comprenait pas encore. Mais quelqu'un avait vu, murmuré, et les ragots avaient atteint les oreilles de Corinne. Cette femme aux cheveux poivre et celle coupée court, aux yeux bleus froids comme l'acier andalou, qui avait épousé le père d'Anaël 5 ans plus tôt pour sauver la famille après la mort de sa mère. Corinne n'était pas une méchante femme. Du moins pas au début. Originaire de Paris, elle avait fui une vie de routine dans les cafés du Marais pour l'exotisme ensoleillé de l'Espagne, emportant avec elle un parfum de lavande et une rigidité bourgeoise. Elle avait élevé Anaël comme sa propre fille, lui apprenant à nouer une mantille pour les processions de Semana Santa, à savourer un gazpacho frais sous les orangers du Guadalquivir. Mais sous cette façade, couvait une peur viscérale de l'inconnu, forgée par une éducation catholique stricte et un mariage précédent qui s'était brisé sur les écueils de la différence. Quand le secret d'Anaël avait éclaté, une lettre anonyme glissée sous la porte, décrivant ce baiser contre nature, Corinne avait vu en sa belle-fille le reflet de ses propres ombres refoulées. « Tu vas nous déshonorer tous. Partir. Et ne reviens jamais », avait-elle hurlé, les mains tremblantes. Tandis que le père, affaibli par une maladie chronique, hochait la tête en signe d'acquiescement muet. Les rues de Séville s'ouvraient devant Anaël comme des veines sombres. Elle marcha des heures, les pieds en sandales usées foulant les pavés irréguliers, jusqu'à ce que l'aube teigne le ciel de rose. Elle frappa à la porte d'une cousine éloignée, une femme nommée Pilar, qui tenait une petite pension près de la cathédrale. Pilar, avec ses boucles grisonnantes et son tablier taché de sangria, l'accueillit sans question. Mais ses yeux trahissaient la pitié. « Ma pauvre Nina. Le monde est cruel pour celles qui aiment comme toi. » Anaël s'effondra sur un lit étroit, le corps secoué de sanglots, et jura en silence de ne plus jamais regarder en arrière. Séville, avec ses fêtes flamboyantes et ses secrets enfouis dans les patios, devint pour elle un fantôme à fuir. Les mois suivants furent un tourbillon de survie. Anaël trouva du travail comme serveuse dans un bar à tapas du quartier de Santa Cruz, où les touristes anglais et allemands commandaient des jamons serrano sans prêter attention à la serveuse aux yeux cernés. Elle économisa chaque centime, dormant dans une chambre partagée avec des immigrées marocaines qui chantaient des berceuses en arabe pour apaiser ses nuits agitées. Sofia réapparut un soir, essoufflée, les cheveux en désordre, murmurant des excuses pour avoir fui après le scandale. Elles s'embrassèrent à nouveau, dans l'ombre d'un olivier centenaire, mais ce fut bref et amer. Sofia, promise à un mariage arrangé, disparut bientôt pour Madrid, laissant Anaël seule avec son cœur en miettes. À 17 ans, Anaël décida de partir.
Elle vendit ses bijoux de communion, un collier en corail offert par sa mère, et acheta un billet de train pour Barcelone. La Costa Brava l'appelait, avec ses criques turquoises et ses vents salins qui promettaient l'oubli. Dans le wagon brun de ballant, elle croisa le regard d'une femme plus âgée, une artiste française nommée Élise, qui esquissait des portraits au crayon. Élise, la quarantaine épanouie, aux cheveux roux coupés au carré et aux lèvres toujours ourlées d'un sourire complice, reconnut en Anaël une âme blessée. Viens avec moi à Paris, ma petite. La France est plus douce pour les cœurs comme le tien. Anaël hésita. Mais le souvenir de Corinne, ce regard de dégoût gravé dans sa mémoire, la poussa à accepter. Paris l'accueillit comme une amante capricieuse. Les rues pavées du quartier latin, les cafés enfumés où Sartre avait jadis débattu, les ponts sur la Seine couverts de cadenas d'amour, tout cela contrastait avec la passion ardente de l'Andalousie. Élise l'installa dans son atelier du Marais, un grenier aux murs couverts de toiles inachevées représentant des nus féminins enlacés. Là, Anaël apprit à peindre, à verser sa douleur sur la toile en traits de bleu cobalt et de rouge sang. Élise devint sa mentor, puis son amante, dans une relation tendre mais inégale, marquée par les silences d'Élise sur son passé et les doutes d'Anaël sur sa propre valeur. Tu es une flamme, Anaël. Ne te laisse pas éteindre, murmurait Élise en caressant ses cheveux. Mais Anaël sentait que cette flamme consumait aussi bien qu'elle illuminait. Les années passèrent en un clin d'œil. À 20 ans, Anaël exposa ses premières toiles dans une galerie obscure de Montmartre. Des paysages andalous revisités avec des ombres féminines entrelacées, symbole de son exil intérieur. Les critiques parlèrent d'une jeune prodige espagnole au cœur brisé, et les ventes affluèrent. Elle rompit avec Élise, doucement, réalisant que l'amour ne pouvait être un refuge mais une conquête. Libre, elle voyagea, Lisbonne pour ses azuléjos bleus, Rome pour ses fontaines baroques. Mais toujours, Séville tirait sur son âme comme un fil invisible. À 25 ans, Anaël rencontra Juliette lors d'un vernissage à la Biennale de Venise. Juliette, une conservatrice d'art française d'origine bretonne, avait 30 ans, des cheveux noirs coupés en un bob impeccable, des yeux noisettes pétillants d'intelligence, et une silhouette élancée moulée dans une robe fourreau émeraude. Elles parlèrent toute la nuit des maîtres flamands et des passions refoulées dans les portraits de Madame X. Juliette, divorcée d'un homme qu'elle n'avait jamais aimé, avoua son attirance pour les femmes avec une franchise désarmante. J'ai attendu trop longtemps pour vivre vraiment. Leur premier baiser, sous les arches du pont des Soupirs, fut un serment. Anaël promit de lui montrer l'Espagne. La vraie, celle des cœurs cachés. Elles s'installèrent à Paris, dans un appartement haussmannien donnant sur les Tuileries, où les dimanches se passaient à flâner main dans la main, défiant les regards obliques. Anaël peignait, Juliette gérait une galerie qui mettait en lumière des artistes queer. Leur amour était un feu lent, nourri de dîners aux chandelles avec du vin de Rioja et de nuits où les corps se racontaient des histoires muettes. Pourtant, sous cette idylle, Anaël portait encore le poids de son passé. Les nuits de pleine lune, elle rêvait de Corinne, non pas avec haine, mais avec une tristesse infinie. Pourquoi, maman? Pourquoi m'as-tu rejetée? Murmurait-elle dans le sommeil. Et Juliette la serrait fort, ignorant les détails de cette plaie. Un jour d'automne 2025, une lettre arriva, cachetée d'un timbre sévillan jauni. L'écriture tremblante d'une main âgée, Anaël. Ma fille. Il est temps de parler. Ton père est mourant. Reviens. Signé. Corinne.
Le cœur d'Anaël se serra comme dans un étau. Juliette posa sa main sur la sienne. « Va. Mon amour. Affronte les fantômes. Ou ils te hanteront toujours. » Anaël embarqua pour Séville. Le ventre noué. Se demandant si le pardon était possible ou si la blessure saignerait à nouveau. L'avion atterrit sous un ciel d'azur impitoyable. Et Séville enveloppa Anaël d'une chaleur moite. Comme un reproche vivant. 30 ans maintenant. Elle descendit les marches de l'aéroport avec une valise légère et un cœur lourd. Ses yeux verts scrutant les palmiers qui bordaient l'autoroute comme des sentinelles indifférentes. La ville avait changé, les tours solaires brillaient au loin. Les vélos électriques slalomaient entre les calèches touristiques. Mais les patios fleuris exhalaient toujours ce mélange enivrant de jasmin et de regret. Elle est là un taxi. Direction Triana. Le quartier où tout avait commencé et où tout risquait de se briser à nouveau. La maison familiale se dressait toujours. Inchangée. Ses murs blancs écaillés par le temps. Ses volets verts fermés comme des paupières lourdes. Anaël hésita devant la porte. La main suspendue. 30 ans. Elle avait 16 ans la dernière fois qu'elle avait franchi ce seuil. Un sac sur l'épaule et un avenir en miettes. Maintenant, elle était une femme accomplie. Une artiste dont les toiles ornaient les murs des galeries de Paris et de New York. Une amante aimée. Une survivante. Pourtant, un frisson la traversa. Comme si l'adolescente en elle suppliait de fuir. Elle frappa. 3 coups secs. Et la porte s'ouvrit sur une Corinne méconnaissable. La belle-mère avait 70 ans bien tassés. Ses cheveux poivre et sel maintenant entièrement blancs. Coupés en un carré sévère qui accentuait les rides profondes de son visage. Ses yeux bleus, jadis froids, étaient voilés d'une fatigue résignée. Et son corps, autrefois droit comme un i, s'était voûté sous le poids des ans. Elle portait une robe en coton fané. Les mains noueuses serrant le chambranle. Anaël, murmura-t-elle. La voix brisée. Un sanglot étouffé dans la gorge. Pas d'étreinte. Juste un regard qui dura une éternité. Chargé de tout ce qui n'avait pas été dit. À l'intérieur, l'air était étouffant. Imprégné d'odeurs de camomille et de médicaments. Le père d'Anaël gisait dans le salon. Un squelette sous des draps blancs. Sa respiration sifflante comme un vent d'hiver dans les volets. Il tourna la tête vers elle. Les yeux humides. Ma fille. Pardonne-moi. Les mots étaient faibles. Mais ils portaient le poids d'une vie de silence complice. Anaël s'agenouilla. Prit sa main ridée. Et pour la première fois depuis des décennies, elle pleura avec lui. Pas de reproche. Juste une tendresse fanée. Comme un olivier desséché qui trouve encore la force de bourgeonner. Corinne servit un thé amer dans la cuisine, évitant le regard d'Anaël. Les chaises en osier grinçaient sous leur poids. Et le tic-tac de l'horloge murale mesurait les silences comme un bourreau. Je ne sais pas par où commencer, balbutia Corinne enfin. Les doigts tremblants autour de sa tasse. Anaël, assise droite, la robe blanche froissée par le voyage, répondit d'une voix calme forgée par les années, par le commencement. Peut-être. Par ce soir où tu m'as jeté à la rue comme un chien galeux. Les mots tombèrent comme des pierres dans un puits. Et Corinne tressaillit. Ce qui suivit fut un flot de confessions. Un torrent longtemps retenu. Corinne parla de sa jeunesse à Paris. D'un amour interdit avec une camarade de lycée. Une brune aux yeux de velours nommée Isabelle. Qu'elle avait fui par peur du scandale familial. J'ai nié. Anaël. J'ai épousé ton père pour me prouver que j'étais normale. Pour enterrer cette partie de moi. Et quand je t'ai vue avec cette fille.
J'ai vu mon propre reflet. La honte m'a consumé. Je t'ai haï pour ce que tu représentais, la vérité que je refusais. Les larmes coulaient maintenant sur les joues parcheminées de Corinne. Et Anaël sentit une fissure dans son armure. Pas du pardon? Pas encore. Mais une compréhension naissante? Comme un rayon de soleil perçant les nuages d'orage. Les jours suivants furent une danse maladroite autour des souvenirs. Anaël veillait son père la nuit, lui racontant ses expositions à Paris, ses voyages, son amour pour Juliette, un amour fier, assumé, qui faisait briller les yeux du mourant d'une fierté tardive. Le jour, elle promenait Corinne le long du Guadalquivir, sous les arches mauresques du puante de Isabelle II. Elle parlait peu au début, mais les silences se peuplaient de questions. « As-tu été heureuse ?» Au moins, demanda Corinne un après-midi. Alors qu'elle s'asseyait sur un banc face à la Torre del Oro. Ses tuiles dorées scintillant au soleil couchant. Anaël hésita. Puis raconta, les nuits solitaires à Barcelone. L'atelier d'Élise où elle avait appris à aimer son corps. La rencontre avec Juliette qui avait guéri ses blessures comme une pluie bienfaisante sur l'Andalousie assoiffée. Corinne, à son tour, se confia. Après le départ d'Anaël, la maison s'était vidée de vie. Le père, rongé par le remords, s'était enfermé dans un mutisme qui avait miné leur mariage. Corinne avait tenté de se repentir en silence, des lettres non envoyées, des prières dans les églises sévillanes, une vie de veuvage anticipée. J'ai lu tes articles dans les journaux. Tu sais. Tes tableaux. Ils parlent de nous. N'est-ce pas? De cet exil. Anaël hocha la tête. Émue. Une de ses toiles les plus célèbres, Patio oublié, représentait justement une jeune fille aux cheveux châtains fuyant un seuil éclairé. Une silhouette voûtée dans l'ombre. Mais sous cette réconciliation fragile, des ombres planaient. Juliette appelait tous les soirs. Sa voix chaude comme un câlin transatlantique, tiens bon. Mon amour. Et ramène-moi un peu de ce soleil andalou dans ton cœur. Anaël souriait. Mais sentait le tiraillement, Paris était sa maison maintenant. Avec ses lumières tamisées et ses amours libres. Tandis que Séville était un mirage de ce qu'elle avait perdu. Et Corinne, dans ces moments de vulnérabilité, laissait échapper des phrases qui piquaient, tu as de la chance. Aujourd'hui les choses sont différentes. À mon époque. Anaël serrait les dents, se rappelant que le pardon n'effaçait pas la cicatrice. Le père s'éteignit une nuit de nouvelle lune. Paisiblement. Un sourire aux lèvres après avoir murmuré, aime. Ma fille. Aime sans peur. Les funérailles furent sobres. Une messe dans la Giralda où les cloches sonnèrent comme un adieu mélancolique. Anaël et Corinne marchèrent côte à côte dans le cortège. Un lien ténu les unissant. Mais au cimetière, sous les cyprès centenaires, une dispute éclata. Une vieille amie de la famille, une bigote aux lèvres pincées, murmura à Corinne, c'est bien que tu l'aies ramenée pour la fin. Mais Dieu pardonne les égarements de la jeunesse. Corinne rougit. Et Anaël explosa, égarement? C'est ma vie. Pas un péché. Et toi? Corinne. As-tu pardonné les tiens? La vieille femme s'éloigna. Scandalisée. Et Corinne, blessée, rentra seule à la maison. Ce soir-là, autour d'un dîner de paella froide, la tension culmina. Corinne avoua, j'ai revu Isabelle. Une fois. Après ton départ. Elle vivait à Grenade. Libre. Avec une autre femme. Elle m'a offert le pardon que je refusais. Mais moi, je suis restée prisonnière.
Anaël, le cœur battant, posa sa main sur celle de sa belle-mère. Alors libère-toi maintenant. Viens à Paris. Vois mon monde. Corinne secoua la tête, les yeux brillants. Trop tard pour moi. Mais pour toi. Je suis fière. Pourtant, le lendemain, un coup de théâtre, en triant les papiers du père, Anaël trouva une lettre cachetée, datée de l'année de son exil. Écrite de la main de Corinne, mon amour caché. Pardonne-moi de t'avoir chassé. Tu étais mon miroir, et je t'ai brisé. Adressé non pas à Anaël, mais à Isabelle. Le choc la foudroya. Était-ce de la trahison? Ou une preuve que la douleur de Corinne était plus profonde qu'elle ne l'imaginait? Les jours suivants s'étirèrent comme une toile tendue à se rompre. Anaël serrait la lettre dans sa poche comme un talisman empoisonné, son poids invisible alourdissant chaque pas dans les ruelles de Séville. Juliette, sentant le trouble dans sa voix lors des appels, insista, rentre. Anaël. Les fantômes ne se domptent pas en une semaine. Mais Anaël resta, captive d'une curiosité douloureuse, d'un besoin de creuser jusqu'à la vérité brute. Corinne, ignorant la découverte, se montrait plus ouverte, proposant des promenades au Alcazar, où les jardins mauresques murmuraient des secrets anciens sous les fontaines chantantes. Un après-midi, alors qu'elle déambulait parmi les azulés jaus bleus et les orangers en espalier, Anaël ne put se retenir. Elle sortit la lettre, froissée, et la tendit à Corinne. Explique-moi ça. Le visage de la vieille femme se décomposa, passant du rose au gris cendré. Elle s'assit sur un banc de pierre, les mains couvrant son visage. Comment? Ton père l'avait gardé. Il savait tout. Tu vois. Il m'a pardonné. Mais moi. Je n'ai pas pu. Les mots se bousculèrent alors. Un torrent de confessions longtemps verrouillées. Corinne raconta l'impossible, des années après l'exil d'Anaël. Rongée par la culpabilité, elle avait cherché Isabelle à Grenade. Elle s'était revue. Non pas comme amante, mais comme deux âmes brisées cherchant la guérison. Isabelle, vieillie mais rayonnante, avait une compagne, une céramiste aux mains tachées d'argile, et vivait une vie openly queer dans les grottes troglodytes de Sacremonte, entourée de gitans et de flamenco. Elle m'a dit que j'étais toujours belle dans ma laideur intérieure, murmura Corinne. Un sourire amer aux lèvres. Et puis, nous avons couché ensemble. Une nuit seulement. Un adieu. Pour clore le chapitre que j'avais laissé ouvert. Anaël sentit le monde vaciller. Pas de jalousie, comment en aurait-elle? Mais une trahison plus profonde, celle d'une vie volée? D'un amour niais qui avait empoisonné tout autour. Tu m'as chassé pour cacher ça? Pour protéger ton secret au prix du mien? Sa voix montait, attirant les regards des touristes anglais qui photographiaient les pans du jardin. Corinne pleura. Openly. Ses épaules secouées. Oui. Et non. C'était la peur. Anaël. La peur d'être vue. D'être moi. Ton baiser avec Sophia. C'était le déclencheur. J'ai projeté sur toi ma propre terreur. La dispute s'enflamma comme une procession de la Semana Santa. Passionnée et publique. Anaël hurla ses années de solitude. Les nuits à mendier un regard d'amour dans les bars de Barcelone. Les toiles déchirées dans l'atelier d'Élise quand la jalousie la rongeait. Tu m'as volé ma famille. Ma maison. Et maintenant? Tu oses parler de pardon? Corinne, acculée, riposta avec une férocité inattendue.
Et toi? Tu vis ta vie parfaite à Paris? Avec tes expositions et ta Juliette. As-tu seulement pensé à nous? À ce que j'ai enduré seule? Les mots blessèrent comme des épines de rosier. Et Anaël s'enfuit, courant à travers les salles gothiques de El Alcázar jusqu'à la sortie, le cœur cognant comme un tambour de feria. Elle passa la nuit dans un hôtel du centre, une chambre anonyme avec vue sur la cathédrale, où les cloches sonnèrent minuit comme un glas. Allongée sur le lit, elle appela Juliette, sa voix brisée en sanglots. C'est pire que je ne l'imaginais. Mon amour. Elle a vécu ce qu'elle m'a nié. Juliette, calme comme une mer d'été, répondit, la trahison n'efface pas l'amour. Reviens. Ou affronte-la. Mais ne te perds pas dedans. Anaël raccrocha le téléphone chaud contre sa paume, et pleura jusqu'à l'aube, se rappelant les mots de sa mère, le cœur est un jardin. Ma fille. Même piétiné, il refleurit. Le lendemain, au lieu de fuir, Anaël revint à la maison. Corinne l'attendait dans le patio. Une cigarette tremblante aux lèvres, un vice qu'elle n'avait jamais eu. Signe de sa détresse. Je suis désolée, dit-elle simplement. Et pour la première fois, Anaël l'a cru. Elles parlèrent des heures, creusant les couches de douleur comme des archéologues dans les ruines romaines de Italica. Corinne avoua avoir suivi la carrière d'Anaël en secret, collectionnant les coupures de presse dans un album caché. Tes tableaux m'ont sauvé. Tu sais. Patio oublié est accroché dans ma chambre. Il me rappelle chaque jour ce que j'ai perdu. Mais le vrai choc vint d'une révélation plus sombre. Corinne confessa que le père avait su pour son aventure avec Isabelle. Il m'a pardonné, mais à condition que je te cherche. J'ai essayé. Anaël. Des détectives privés. Des lettres anonymes à Paris. Mais la peur. Toujours la peur. Anaël, stupéfaite, apprit qu'une enveloppe d'argent avait été envoyée à son atelier 10 ans plus tôt, pour l'aider à lancer sa première expo. C'était toi, murmura-t-elle. Et Corinne hocha la tête, les yeux baissés. Une trahison doublée d'un amour caché. Un fil rouge reliant leur vie brisée. Ce soir-là, elles dînèrent ensemble pour la première fois depuis l'exil, une tortilla espagnole et du vino tinto, sous les guirlandes de lumière du patio. Anaël raconta Juliette, leur vie à Paris, les fiertés de la marche des fiertés où elle défilait avec des bannières arc-en-ciel. Corinne écouta, fascinée, et osa une question, l'aimes-tu comme Isabelle m'aimait? Anaël sourit. La première fois depuis son arrivée. Plus. Parce que c'est assumé. Libre. Pour la première fois. Corinne parla de son propre désir refoulé. De nuits solitaires où elle rêvait de mains féminines. De baisers volés dans les jardins de Versailles imaginaires. Pourtant, la réconciliation n'était pas linéaire. Une lettre arriva de Grenade, Isabelle, mourante d'un cancer, invitait Corinne à la voir. Pour clore le cercle, écrivait-elle. Corinne paniqua. Et Anaël, au lieu de juger, offrit, je t'accompagne. Le voyage en train fut silencieux. Le paysage andalou défilant comme un film en accéléré, olivraies infinies. Villages blancs accrochés aux collines. À Grenade, dans la maison troglodyte aux murs de terre ocre, Isabelle les accueillit. Frêle mais sereine. Une écharpe colorée autour du cou. Elle avait 70 ans. Les cheveux blancs en tresse. Les yeux encore pétillants. La rencontre fut un catharsis. Isabelle embrassa Corinne sur les joues, murmurant, tu es venue.
Enfin. Elles parlèrent des heures. Anaël en spectatrice émue. Tandis que les deux femmes dénouaient les nœuds d'un amour avorté. Tu as eu une fille courageuse, dit Isabelle à Corinne, serrant la main d'Anaël. Elle porte en elle ce que nous avons fui. Ce soir-là, autour d'un feu de cheminée, Corinne pleura dans les bras d'Isabelle. Et Anaël sentit le pardon s'infiltrer comme une pluie fine, pas totale, mais suffisant pour respirer. Mais le drame culmina lors du retour. À Séville, une voisine bigote, entendant les ragots, confronta Corinne publiquement au marché. Vous avez ramené cette perverse pour la mort de votre mari? Dieu vous juge. Corinne, pour la première fois, se dressa. C'est ma fille. Et je l'aime. Fichez-moi la paix. Le scandale éclata. Les murmures enflèrent. Et Anaël, touchée par ce geste, serra sa belle-mère dans ses bras. Pourtant, au fond, la trahison persistait. Comment reconstruire sur des ruines si instables? Le soleil se levait sur Séville comme une promesse réticente, peignant les dômes de la Giralda d'or pâle. Anaël, assise sur le toit de la maison familiale, une tasse de café fumant à la main, contemplait la ville qu'il avait enfantée et rejetée. 30 ans de distance. Et pourtant, elle se sentait ancrée ici, dans ce patio où les bougainvilliers roses cascadaient comme des rires oubliés. Corinne la rejoignit, enveloppée dans un châle de laine malgré la chaleur naissante. Ses pâles en trahissant l'usure des ans. Tu pars aujourd'hui, dit-elle. Non comme une question, mais comme un constat teinté de regret. Anaël hocha la tête, les yeux fixés sur l'horizon où le Guadalquivir serpentait comme une veine bleue. Paris m'attend. Juliette m'attend. Mais je reviendrai. Pas pour les fantômes, mais pour nous. Les mots étaient simples, mais ils portaient le poids d'une cathédrale. Corinne s'assit à ses côtés, et pour la première fois, elle prit la main d'Anaël, une main ferme, marquée par les pinceaux et les amours, contre la sienne, noueuse et veineuse. J'ai été une lâche, murmura-t-elle. Mais en te voyant, en te perdant, j'ai appris à aimer. Tardivement, mais vraiment. Les adieux furent un mélange de tendresse et de drame contenu. Anaël rangea ses affaires dans la valise, glissant au fond l'album de coupures de presse que Corinne lui offrait, un trésor de fierté maternelle tardive. Garde ça pour te rappeler que je t'ai toujours vu, dit la vieille femme, les yeux humides. Au moment de franchir la porte, Anaël se tourna, et les mots jaillirent, maman. Tu peux m'appeler comme ça. Maintenant. Corinne s'effondra en sanglots, l'étreignant comme si la vie en dépendait. Ma fille. Ma flamme andalouse. L'aéroport grouillait de vie, famille en liesse, amants en larmes, touristes chargés de souvenirs en éventail. Anaël s'enregistra, le cœur gonflé d'un mélange d'allégresse et de mélancolie. Dans l'avion, elle écrivit une lettre à Corinne, pas pour l'envoyer, mais pour elle-même. Le pardon n'est pas l'oubli. C'est choisir l'amour malgré la douleur. Merci de m'avoir appris ça. Même dans la trahison. À Paris, Juliette l'attendait sous une pluie fine. Un bouquet de roses blanches à la main. Ses yeux noisettes brillants comme des phares. Elles s'embrassèrent sur le tarmac, indifférentes au regard, et rentrèrent chez elles, où le vin coulait et les corps se retrouvaient. Les mois suivants furent une renaissance. Anaël peignit une nouvelle série, Retour, d'étoiles où Séville et Paris se fondaient en un hybride lumineux. Des femmes enlacées sous des arches mauresques ou des ponts haussmanniens. L'une d'elles, étreinte ocre,
montrait deux silhouettes, une jeune aux cheveux châtains, une âgée aux mèches blanches se tenant les mains dans un patio fleuri, symbole d'un lien reconquis. L'exposition fit scandale, les critiques parlèrent d'une humanité queer et familiale. Et Corinne, invitée par avion, traversa les Alpes pour assister au vernissage. Vêtue d'une robe élégante achetée pour l'occasion, elle se tenait fière aux côtés d'Anaël, ignorant les murmures, serrant Juliette comme une complice. Mais le vrai choc, la réaction qui ébranla tout, survint lors d'une interview pour un journal français. La journaliste, une jeune lesbienne aux dreadlocks et au sourire complice, demanda « Votre art parle d'exil et de pardon. D'où vient cette force ?» Anaël, après un silence, répondit « De ma belle-mère. Elle m'a jetée à la rue à 16 ans pour être lesbienne. Et des années plus tard, elle m'a ramenée chez moi. » La salle retint son souffle. Et Corinne, assise au premier rang, se leva, le visage pâle mais résolu. Elle marcha jusqu'au micro. La voix tremblante mais claire, « C'est vrai. J'ai eu peur. J'ai trahi non seulement Anaël, mais moi-même. Mais aujourd'hui, je dis au monde, l'amour n'a pas de genre. Et je suis fière d'elle et de nous. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis les applaudissements éclatèrent comme une ovation. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, belle-mère repentante trending. Des histoires similaires affluant de partout. Corinne devint une icône inattendue. Interviewée par des médias espagnols et français, plaidant pour l'acceptation dans les églises sévillanes. Anaël, émue aux larmes, la serra dans ses bras ce soir-là. Dans un café du Marais, tu as osé. Pour moi. Corinne sourit. Les yeux brillants, pour nous toutes. Leur lien se solidifia en une famille choisie. Corinne visita Paris souvent. Dormant dans l'appartement haussmannien. Apprenant à flirter avec les serveuses des brasseries. Riant des blagues de Juliette. Anaël et elle correspondirent. Des lettres manuscrites pleines de nouvelles triviales, une expo à venir. Une recette de gazpacho. Un amour qui fleurissait. Isabelle s'éteignit paisiblement à Grenade. Et Corinne assista aux funérailles. Anaël à ses côtés. Déposant une rose blanche sur la tombe, un adieu à ce qui n'avait pas été. Des années plus tard, lors d'une feria de Séville, Anaël et Juliette dansèrent un flamenco langoureux. Robe volante et regard complice. Tandis que Corinne, assise sous un chapiteau, applaudissait, un verre de manzanilla à la main. Regardez-les, dit-elle à une Pilar vieillie. Elles sont la preuve que l'amour gagne toujours. Anaël croisa son regard à travers la foule. Et dans ce clin d'œil, il y avait tout, la douleur, la trahison, le pardon, et une humanité profonde, tissée de fils français et andalous. La vie, comme un tableau impressionniste, n'était pas parfaite, il y avait des querelles, des doutes, des nuits où les ombres revenaient. Mais dans cette imperfection, elles trouvèrent la beauté. Anaël peignit jusqu'à ses derniers jours, entourée de Juliette et de Corinne, leur rire résonnant dans l'atelier. Et quand la fin vint, douce comme un coucher de soleil sur le Guadalquivir, elle murmura « Merci. Pour l'exil qui m'a menée à la maison. » Ainsi, dans les patios de Séville et les cafés de Paris, une histoire d'amour familial, romantique, humain s'acheva non en bi, mais en une lumière persistante, rappelant que le cœur, une fois brisé, se reconstruit plus fort, plus vrai.